Salut tout le monde! Déjà le deuxième épisode de la saison 2. Bon, ben, ils sont sortis en même temps, là, fait que ça vient pas trop tard pour vous, j'imagine. Mais comme vous aurez sûrement pu le voir dans le titre avant de cliquer, notre invité, c'est Louis Tremblay, le deuxième qu'on a reçu durant l'été. Pour ceux qui ne savent pas, Louis Tremblay est le président de Flow, qui est une compagnie québécoise à 100%. Leur siège social est dans le parc métropolitain, le parc technologique, et c'est une entreprise qui font des bornes électriques de recharge innovantes. Je ne vais pas vous dévoiler tout sur leur sauce secrète, pourquoi ils sont si spéciaux et qu'ils sont si bons. Ça, c'est M. Tremblay qui le fait dans le podcast, ou je devrais dire Louis. J'ai bien de la misère à tutoyer. Louis, c'est quelqu'un de très, très, très terre-à-terre qui mettait l'emphase sur justement être très, très, très près de ses employés et tout. Puis il tient à ce qu'on le tutoie, qu'on l'appelle Louis. Fait que déjà là, je pense que ça vous en dit un petit peu sur le personnage qu'il est. Comment est-ce que j'ai rencontré comment est-ce que j'ai rencontré Louis? C'est à Entrepreneuriat U Laval. En fait, il était là, il répondait à des questions sur la scène, sur l'entrepreneuriat. Puis nous, moi et Philippe, on a réussi à aller le voir par après pour y parler. Puis on a réussi à séduire ce podcast-là. Fait que, tu sais, si des fois vous êtes hésitant à aller à ce genre de place-là, ça vaut énormément la peine. Tu sais, ça vous permet de rencontrer des personnes comme Louis Tremblay, tu sais, on voit pas ça tous les jours, là, fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'aller là, fait que prenez le temps d'y aller, c'est important. Louis, c'est un entrepreneur qui est absolument hors pair, il est vraiment dans une catégorie à part, là. Tu sais, je pense que c'est accessible à tous si on met le travail, mais tu sais, il est né avec ça, là. Vous allez le voir, il en parle justement à travers le podcast, qu'il a commencé très jeune, et c'est quelque chose d'assez familier pour lui, c'est clairement dans son sang. Qu'est-ce qu'on parle? Bien, on a parlé d'équilibre et déséquilibre. Équilibre aujourd'hui, déséquilibre peut-être en début de carrière, où est-ce qu'il était à la maîtrise. Fait que ça, vous allez voir, on en parle justement de faire une maîtrise pour l'entrepreneuriat. Bien, ça se peut, c'est quelque chose qui se peut à 100%. Fait que, tu sais, justement, ça peut vous donner des idées, ça vaut vraiment la peine. Puis à ce moment-là, bien, vous allez comprendre qu'il mettait les bouchées doubles pour que ça marche. Vraiment, là, il croyait en sa mission, puis il voulait que ça se passe. Fait que vraiment, on aborde des super belles notions puis de comment est-ce qu'on évolue à travers ça puis qu'on trouve un meilleur équilibre. Fait que c'est très, très, très intéressant. On parle aussi de sa philosophie derrière l'entrepreneuriat. Honnêtement, moi, j'avais jamais entendu ça. Puis je pense que ça va pas vous choquer, là, parce que c'est très, très, très positif ce qu'il dit, mais ça va vous marquer. Puis j'espère vraiment que ça va s'imprégner à travers vous, parce que c'est une leçon qui est extrêmement importante, je pense, à garder en tête quand on fait de l'entrepreneuriat ou à ce titre, là, vraiment, ça s'applique quasiment à un sens plus large que ça. Fait que, je vous dis un petit indice, ça rapporte au bonheur, mais peut-être pas celui-là que vous pensez. Fait que, juste le découvrir à travers le podcast. On parle aussi d'éthique de travail, tu sais, comment est-ce que c'est important, justement, de lire des livres, se donner des trucs, puis de vraiment mettre des moyens concrets en place pour réaliser ces objectifs-là. Vraiment, là, ça, c'est une sorte de petite liste de règles, puis vraiment, là, j'espère que vous allez les prendre en note, ça vaut la peine. Sinon, on parle d'expérience utilisateur. Pourquoi? Mais c'est parce que, tu sais, nous, en génie, on n'est pas trop habitués de parler d'expérience utilisateur. Typiquement, on parle plus de produit en soi, mais lui, il a vraiment il est orienté sur vraiment un mindset d'entrepreneur, là, puis ça se déteint vraiment, vraiment dans la manière qu'il parle. Puis vous allez voir, c'est super intéressant de voir qu'est-ce qu'il en pense. On a abordé aussi la filière des voitures électriques. On voit que c'est un fin connaisseur de ce créneau. Il est vraiment, vraiment calé, mais c'est très, très, très intéressant parce qu'on parle vraiment de comment est-ce que c'est arrivé au Québec, justement, les voitures électriques, puis en quoi Flow a vu une opportunité à ce niveau-là. Fait que, puis là, il manque des affaires, ça n'a pas de sens, mais tu sais, vous allez le voir à travers le podcast, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est un podcast qui est signé Entre Génie. Il est passionnant, c'est un entrepreneur incroyable, il y a de l'entre-gens, puis il est passionné. Puis j'espère qu'il va réussir à vous transmettre cette passion-là. Fait que sans plus tarder, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien nous autres, on s'en va directement au podcast, pas besoin de skipper. À plus tout le monde, passe un beau podcast. Ciao! Sans plus tarder, Monsieur Louis Tremblay, bienvenue au podcast Entre Génie. Salut messieurs. Merci pour l'invitation dans vos bureaux. Pour nos auditeurs, Louis nous a invités dans ses bureaux à Québec. Puis on est très content d'être là aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup. C'est le fun de faire ça en présentiel et non à travers une plateforme, encore une fois. Ça fait que c'est bien apprécié. C'est excellent.
Je commence avec une petite question facile. J'espère que vous passez un bel été pour l'instant. C'est plus tranquille dans vos bureaux? Ça se passe comment pour l'instant? Non, c'est une catastrophe, honnêtement. C'est une catastrophe. Oui, j'avais dit oui au balado en me disant juillet, je vais avoir du temps et tout ça, là, mais en ce moment, c'est la course aux vacances. Là. Je tombe en vacances le vendredi 26 juillet, ça fait que dans une semaine et demie. Puis ça va être une course jusqu'à la fin. Fait que le but, c'est de mettre le sel à off, mais potentiellement que ça va être compromis, cette opération-là, j'imagine. Alors, j'ai une bonne équipe. Quand je vais tomber en vacances, je vais être en vacances, mais d'ici là, ça va être un marathon. Fait que même ceux qui sont les entrepreneurs avec des grandes tâches réussissent à prendre des vacances. Oui, puis il y en a qui réussissent pas, mais moi, c'est super important pour moi, là, pour gagner de la perspective sur ce que je fais aussi, puis passer du temps à faire autre chose que travailler avec la famille et puis ma femme. Ben, j'irais peut-être directement dans cette direction-là. C'est rare qu'on commence par ça, mais dans vos temps libres, pendant vos vacances, vous allez faire quoi? En fait, je veux pas être trop indiscret. Oui, non, j'accomplis quelque chose qui était sur mon top 10 de ma liste dans ma vie, ce qui est d'amener mes parents en Toscane, en Italie. Wow. Ils n'ont jamais voyagé, ils n'ont jamais pris l'avion. Ça fait que ça me donne l'opportunité de les apporter avant qu'ils soient trop vieux, même si ils sont à un certain âge. Ça fait qu'on va passer 2 semaines en Toscane, dans une villa, à visiter un peu Sienne, Florence, Pise. Bien planifié, mais avec quand même des temps de repos. Ça fait que du temps de qualité en famille. Ah, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes déjà là en Italie? Jamais. Non, la première fois? Oui, la famille, c'est la première fois qu'elle voyage, puis mes parents aussi. Ça fait que ça va être exceptionnel. Diriez-vous que c'est un peu un des buts que vous visiez avant de vous lancer en entreprise, c'est de dire un jour, je pars une entreprise, puis c'est pour amener justement mes parents en voyage et tout? Je dirais pas un but d'entreprise, mais un but de profiter de la vie aussi, de profiter des choses importantes. Je suis un gars de famille à la base, puis c'est très important malgré tous les heures travaillées depuis 15 ans que j'aille du temps pour ma famille. Là. Jamais je veux divorcer ou jamais je veux qu'un enfant me dise « Louis, papa, t'as jamais été là, hein. Je ferai pas la même chose que toi. » Là. C'est vraiment pas ça l'objectif. Mais c'est de trouver, je dis souvent, un équilibre dans un déséquilibre. Là. J'appelle ça la performance durable. C'est un défi. C'est un défi de tous les jours. On va y aller on va s'en venir, je pense, là-dessus quand on va parler de votre parcours. Mais en entrepreneuriat, les premières années, souvent, ça continue aussi au sud, mais beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. On compte pas ses heures, je pense, quand on commence une entreprise. Là. Ouais, ben j'ai passé, écoute, mon bac, ma maîtrise à travailler 7 jours sur 7. Que ce soit pour payer des fois mes études ou pour être dans les études. Mais je me suis promis quand j'ai démarré mon entreprise, quand j'ai commencé à démarrer mon entreprise en parallèle à ma maîtrise en 2007, je me suis promis que quand je débuterai mon entreprise, je travaillerai pas les fins de semaine. Je le fais encore, mais du dimanche soir au vendredi 5h30, je travaille un Christi de coup. Je dors pas beaucoup, c'est ce qui m'aide, je suis capable de supporter ça, mais je travaille un Christi de coup, mais mes fins de semaine sont à moi. C'est un bon conseil. C'est vraiment le fun de commencer sur cette note-là, justement. Des fois, on est habitué de le percevoir un peu à la Elon Musk, de voyager tout le temps, travailler tout le temps, puis comme le plus, le mieux, mais mettre les breaks. Prendre du recul. Je pense que c'est important, puis j'ai beaucoup de respect pour Elon, j'ai beaucoup de respect pour des gens comme lui, comme Steve Jobs ou autres, mais je pense qu'aussi, on cherche à travailler à faire un monde meilleur. Puis un monde meilleur, c'est pourquoi, dans le fond? Pour fournir une meilleure vie à nos enfants, à notre famille, à nos proches. Mais quand tu vis pas, quand tu fais juste travailler, quand tu fais juste être brûlé, insupportable à la maison parce que tu fais juste travailler puis qu'il y a toujours quelque chose à gérer, pourquoi tu essaies de faire un monde meilleur? Fait que je cherche vraiment à faire un équilibre entre les deux. Je me réalise énormément dans mon travail. J'ai vraiment une entreprise incroyable, une équipe incroyable, une culture incroyable. Mais à un moment donné, je veux faire quelque chose de ma vie aussi en parallèle à ça, puis avoir des enfants qui vont faire mieux que moi, puis partager ma vie avec ma femme. Ça fait que c'est très important, mais je peux vous le dire, c'est en anglais, ils disent « I'm gonna die trying ». Il y a des semaines que c'est plus dur que d'autres. Je vais essayer à tous les jours, mais je dirais d'une année à l'autre, je m'améliore beaucoup. Quel segment incroyable. Je suis vraiment content qu'on ait commencé avec ça. Puis on va parler de beaucoup de choses de maîtrise d'entreprise, mais on va refaire un step back un peu de parler du parcours, puis après, si vous pouvez parler de Flow, c'est quoi exactement Flow? Fait qu'on je vais vous laisser parler du parcours, on peut commencer au cégep ou ville natale, est-ce que vous venez de Québec? Je vais commencer comme je commence toujours, là, avant même de parler de réchauffement climatique ou de véhicules électriques. Je suis né entrepreneur. J'aime le dire, là, je suis un gars du Saguenay. Je détestais me faire dire par quelqu'un, là, Louis, ça a toujours été de même, ça va être de même. Oh, si tu voulais m'allumer, là, c'était la bonne façon de faire.
Fait que je dis souvent qu'à 8 ans, j'étais entrepreneur. Très, très tôt, là, je voulais défoncer des murs, puis je détestais le statu quo. Puis à 11 ans, j'ai démarré ma première business en vêtements de snowboard. Ça a été un échec lamentable. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais j'ai appris très tôt que si tu veux faire quelque chose de ta vie, c'est le fun de t'entourer de monde qui ont la même passion que toi. Beaucoup de monde qui sont passionnés. Il y en a peu qui sont prêts à payer le prix, à vraiment dépenser l'énergie pour réaliser. Fait que ça a été l'échec de ma première business, j'aime le dire comme ça. Puis ça a vraiment shapé ma façon de voir les projets, que ce soit dans le sport ou autre. Je me suis toujours dit, si je m'entoure de passionnés, c'est important. À la quantité d'efforts qu'on fait, ça prend du monde passionné. Il faut qu'il soit prêt à travailler. On n'est pas juste là pour parler puis rien faire. Fait que, à 11 ans, j'ai appris ça. Puis là, je vous passe une couple d'années parce que sinon, on va en parler pendant 1 heure. En 97, j'ai été pour la première fois de ma vie en contact avec le réchauffement climatique, avec le fameux protocole de Kyoto. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a intéressé parce que ce qui me donnait le goût d'entreprendre, c'est le goût de réaliser des grandes choses, des choses plus grandes que soi, là, de participer à une mission qui est passionnante, mais aussi qui paraît difficile à accomplir. Ça fait que les réchauffements climatiques, ça m'a vraiment affecté, puis ça m'a permis de réfléchir, de lire de plus en plus. Puis c'est ce qui m'a amené en 2003, quand j'ai commencé un bac en génie électrique. Je trouvais que ça avait l'air innovant, je trouvais que ça avait l'air de permettre de faire des grandes choses, mais je cherchais beaucoup comment j'allais tourner ça en entreprise. Puis bien sûr, dans le réchauffement climatique, puis à l'Université Laval, où est-ce que j'ai commencé, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Mais c'était très théorique. Moi, je revenais d'1 an d'arrêt là, à apprendre l'anglais. J'étais allé à Londres, en Angleterre. J'étais allé à Kitchener, en Ontario. Puis j'avais le goût de réaliser, j'avais le goût de me partir une entreprise. Puis là, tu pars avec des cours théoriques, des cours de matériaux, des cours de programmation, des cours très génériques. Ouais. Oui. Maths appliquées, je suis bon en maths. Mais je pensais sincèrement qu'à l'université, on ferait des choses un peu plus pratiques. Faut-tu recommencer? Non. OK. Je pensais vraiment qu'à l'université, on ferait des choses un peu plus pratiques. Fait que j'ai strugglé. J'ai eu des défis personnels. En 2003-2004, je me suis vraiment demandé, je continue dessus. Je m'en vais dessus à Sherbrooke, où est-ce que c'est plus pratique? Ou est-ce que je démarre, je fais d'autres choses? Puis ce que j'ai décidé de faire en 2004, c'est de démarrer un projet de bâtir un véhicule électrique. J'avais été voir les gens de la Formule SAE dans le temps au génie mécanique. J'ai vu ça dans votre parcours. Puis j'allais demander, c'était parce que j'avais pas vu. C'était-tu SAE? C'était-tu fait par l'université? Okay, ouais, puis il n'y avait pas grand-chose de super excitant pour les génies électriques dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, je vais démarrer un projet de véhicule électrique. J'ai regroupé 12 étudiants. On a bâti un battery pack, un moteur à aimant permanent. On a bâti un chargeur de batterie. On avait un petit écran. Là. C'était pas aussi gros que nos Tesla aujourd'hui. Là. Mais on a vraiment fait, pendant plusieurs années, là, c'est vraiment ce qui m'a gardé au bac. D'être capable d'apprendre beaucoup sur la théorie des moteurs électriques, justement, ou de l'électronique de puissance, l'électronique, puis d'être capable de l'appliquer. Ça m'a gardé en vie. Et je dis souvent que je travaillais à la Défense nationale en optimisation de réseau électrique. Je travaillais sur mon projet de bâtir un véhicule électrique, puis quand j'avais le temps, j'allais à mes cours. Mais je performais très bien. De là, le 7 jours semaine. Oui, ça a été non-stop, puis 7 jours sur 7, pas loin de 24 heures sur 24. C'est assez incroyable. Oui, c'était difficile, mais c'est vraiment ce qui m'a donné, encore une fois, la passion. Puis de 2004 à 2007, avant que j'accepte, je m'étais fait proposer une maîtrise par un Maxime Dubois, là, que je remercie si jamais il écoute le podcast, mais qui m'a vraiment dit, Louis, je veux pas que tu fasses une maîtrise pour faire une maîtrise. Il dit, je veux que tu fasses une maîtrise pour continuer ta passion, puis éventuellement que ça donne l'entreprise que tu veux. Fait qu'on avait un deal ensemble. J'ai débuté une maîtrise avec un collègue, en fait, un cofondateur qui est plus chez Flow aujourd'hui, Michael Desjardins, que je salue aussi. Cofondateur, on a chacun débuté une maîtrise, puis l'objectif, c'était pas nécessairement de finir la maîtrise, oui, mais c'était vraiment de démarrer notre entreprise, puis de 2004 à 2007, où est-ce qu'on était convaincus qu'il y avait quelque chose à faire. Autant on est des gars de véhicules, autant on est passionnés par la performance, que le problème qu'on entendait, la peur que même aujourd'hui, en 2024, tout le monde a. Écoute, comment je vais recharger mon auto électrique? Comment je vais me recharger? Où je vais me recharger? Mais surtout la peur. Oui, la peur. Je suis complètement d'accord avec vous. La plupart des gens, en fait, à qui
on demanderait... Ben, en fait, j'avais lu un article là, de Radio-Canada récemment qui disait pourquoi que la plupart des gens n'avaient pas d'auto électrique. Puis c'est justement la peur de tomber en panne puis de manquer de courant. C'est comme genre 60% du monde qui sont réticents, mais juste à cause de ça. Ouais. Fait que bref, j'imagine pas en 2009... dans ce coin-là. En 2004. En 2004, ça. OK, 2009, c'est ça, c'est le début de Flow. OK, je suis allé trop tôt. Mais ça a été un long processus, mais c'est là où est-ce que maintenant, quand tu veux une business, il faut que tu répondes à un problème. Avant toute chose. Puis le problème, le véhicule, j'étais convaincu que les gens, là, avec le lithium-ion, seraient en mesure de faire des véhicules sur le sens du monde et avoir une autonomie même plus grande que le véhicule à essence actuel. Fait que je me suis dit, on s'est dit, lançons-nous dans la recharge. Soyons la réponse à ça. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit flow. Fait qu'il faut faire en sorte que les gens qui soient à la maison, au travail, sur la route, puissent se recharger at their fingertips. Être capable de regarder une application mobile, de dire sont où les bornes, de pouvoir faire le paiement, de pouvoir se brancher sur n'importe quel véhicule. Puis ça a été ça la vision initiale. Fait qu'en débutant la maîtrise en 2007, on a eu une première année qui était vraiment intense avec les cours. Mais l'année suivante, c'est là qu'on s'est vraiment planché sur le modèle d'affaires, le business plan, qu'est-ce qu'on allait faire. Puis c'est officiellement en 2008 qu'on a commencé, mais en 2009, on est obligé de s'incorporer avec des premiers financements qu'on est obligé d'accueillir dans une société réelle. Puis c'est de là que tout a débuté. Mais le but, c'était vraiment de faire en sorte, je dis souvent que notre mission, c'est de combattre les changements climatiques en accélérant l'adoption du véhicule électrique. Puis la façon de le faire chez nous, notre mission, c'est d'offrir la meilleure expérience. Puis c'est comme ça qu'on est devenu une entreprise verticalement intégrée. Ça fait qu'on fait autant le design des produits, des bornes que tout le monde nous connaît, mais le 3/4 de nos gens de produits, d'ingénieurs, c'est logiciel. C'est beaucoup là où est-ce qu'on va dépenser, on va investir surtout pour faire en sorte de connecter notre réseau puis de rendre l'interconnectivité, que ce soit avec General Motors, BMW ou avec des Hydro-Québec de ce monde, ou avec nos compétiteurs dans la recharge, faire en sorte que tu aies une carte Flow, que tu l'utilises sur le réseau de ChargePoint, notre compétiteur en Californie, que ça fonctionne, que tout le paiement se transige entre les deux entreprises. Puis, gestion énergétique, je pourrais parler de toutes sortes de choses, mais faire en sorte là, qu'à la fin de la journée, oui, il y a des EV cowboys, des EV crazy comme Louis Tremblay, mais il y a aussi, comme ma femme, des Gabriel Allard, qui ont le goût de juste se recharger puis que ça soit simple. Puis ça peut être une meilleure expérience. Pas payer de gaz, puis que ça soit une meilleure expérience. Oui, tout à fait. Je pense que tu peux prendre le monde par les sentiments. Souvent, c'est difficile de leur faire mettre de l'argent où leurs sentiments sont, mais c'est difficile juste par les sentiments, mais quand tu prends pas le monde par l'argent, souvent, là, c'est plus facile peut-être d'aller... c'est là que vous faites un peu les deux, parce que en plus d'être une option plus rentable, elle devient tout d'un coup plus facile, où est-ce que on a juste à être chez soi, le plugger, c'est fini, puis on attend. Oui, puis on est en ingénierie. Un véhicule électrique, c'est juste un meilleur produit. Ça coûte moins cher à faire. Puis sinon, on aurait un moteur à combustion aussi, dans notre ordinateur, dans notre téléphone, mais c'est beaucoup... le bill of material, le BOM, est beaucoup plus simple. Par contre, on n'a pas l'économie d'échelle. Aujourd'hui, on l'a de plus en plus. Puis la maintenance, moi, je suis à mon 4e, 5e véhicule complètement électrique. Écoute, je vais une fois au garage parce que je me le fais rappeler, mais sinon, j'y vais pas. Là. Moins d'usure, puis... Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup mieux. Puis au niveau... Les gens ont peur aujourd'hui, mais il faut vraiment qu'ils l'essayent. Moi, j'ai 2 véhicules complètement électriques. Je vais à la pêche au saumon. Je suis allé en Gaspésie avec mon Lightning cette année. Ah, Ford Lightning? Oui. Puis une recharge à Rivière-du-Loup, puis c'est assez pour se rendre. Là-dessus, là, parce qu'on a eu un Ford Lightning justement de louer avec la start-up pour laquelle je travaillais pendant tout un été. Là. J'ai jamais essayé quelque chose de même. C'est comme si tu étais dans une Porsche, mais tu es dans un pick-up. La seconde tu passes, je dis pas au monde de faire de la vitesse loin de là. Mais c'est assez impressionnant de faire un 0-100 avec un pick-up électrique. Là. N'importe quel véhicule électrique a ces performances-là, puis que le véhicule coûte 40 000 ou 130 000 c'est les mêmes performances. Tu as les meilleures performances d'accélération qu'une Ferrari, qu'une Porsche, whatever. Puis tu as le freinage régénératif aussi qui est très agréable quand tu veux le mettre en mode agressif, quand tu es tout seul dans la voiture. Mais au niveau distance, en tout cas, c'est pas un problème avec les véhicules qui aujourd'hui ont 300, 400, 500, même 600 km d'autonomie. Puis c'est sûr qu'on n'est pas aussi bien servi qu'au Canada avec nos flots. Nous, on est de plus en plus en expansion aux États-Unis, mais une fois que tu as un bon réseau de recharge comme Flow, après ça, tu peux te déplacer partout. Moi, je fais 45 000 km par année.
tous les matins, je quitte chez nous avec 100% de la batterie. Fait que c'est rare que j'arrête à la station d'essence, à part à la station d'essence, à la station électrique, à la station Flow, entre Québec et Montréal, ou même j'ai pas besoin d'arrêter pour mon chalet au Lac-Saint-Jean, mais les gens ont peur, mais ils devraient l'essayer. Puis mon véhicule autogarage, j'ai brisé le bumper en avant. C'était un petit impair, mais j'étais avec un Ford Escape à gaz depuis 2 jours. Et l'âge des dinosaures. Je trouve ça... C'est un véhicule de l'année, là. Je trouve ça horrible. Je peux pas comprendre que des gens conduisent ça aujourd'hui. Ouais, juste le bruit, c'est à mort. Non, c'est... Ça accélère pas. Tu pèses pour accélérer. De un, c'est dangereux quand tu es habitué d'accélérer avec un véhicule électrique puis de prendre ta place. Ouais. Mais de deux, écoute, tu pèses. La première chose que tu as, c'est du bruit. Après ça commence à accélérer puis il est trop tard pour faire ton dépassement. Je trouve ça... Je trouve que les gens, il faut qu'ils l'essaient plus, mais en même temps, en 20 ans, on a fait des pas de géant au niveau de l'électrification. En parlant de voiture, c'était quoi le modèle l'auto ou le premier contact que vous avez eu dans les années comme 2004 à 2009 qui vous a dit « Je veux une borne de recharge pour recharger les autos ». Est-ce qu'il y avait un auto qui, dans ces années-là, qui sortait du lot? C'était des hybrides dans ces années-là? Il y avait toutes sortes de véhicules comme des hybrides branchables qui ont commencé à apparaître par des gens un peu bricoleurs. On prenait une Prius dans le temps qui avait une petite batterie NIMH. On ajoutait un gros batterie pack de lithium. Puis on se retrouvait avec un véhicule qu'on peut brancher, puis qui a une meilleure autonomie, une meilleure économie d'essence, je dirais. Puis là, c'est là qu'on commençait à voir, il pourrait avoir des véhicules hybrides branchables, des véhicules électriques, mais c'était une bonne alternative au début parce que ça ne coûtait pas très cher à faire. Puis on a eu le EV1 au début des années 2000 à cause de la réglementation californienne là, par le CARB, la Californian Air Resource Board, qui a commencé à amener des normes au niveau étatique pour dire si vous n'avez pas des véhicules qui ont une certaine consommation d'essence réduite, vous allez payer des pénalités. Puis là, c'est de plus en plus agressif, on le voit. On est même rendu avec ça au niveau du Canada, au niveau du Québec. Puis ça force un peu les constructeurs à aller vers un produit. Fait qu'au début des années 2000, il y a eu GM qui a fait la EV1, qui était un véhicule de GM assez particulier, mais avec des batteries acide plomb. On a vu le RAV4 de Toyota électrique. Mais on voyait qu'il y avait un désir des autorités publiques à amener des incitatifs, des normes de consommation d'essence qui permettrait de réduire la pollution, un peu comme il y a eu dans les années 70 à un moment donné avec toutes les problématiques qu'on a eues au niveau de la consommation d'essence. On a eu la bulle pétrolière, ça a augmenté. Fait que là, l'industrie automobile a tout revu pour essayer d'avoir des meilleures fuel economy. Puis c'est ce qui fait que il y a un vieux Mustang Muscle Car du temps où celui-là d'aujourd'hui est plus performant, mais il consomme beaucoup moins d'essence. Là, dans les années 2000, en Californie surtout, ça a commencé. C'est vraiment au niveau de la qualité de l'air, de la pollution. Puis c'est là où est-ce que, quand tu commençais à t'intéresser au sujet, là, tu disais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les technologies semblent là. Il y a beaucoup de besoins. Il y a un besoin de recharge. Il y a peut-être une opportunité d'affaires pour créer une entreprise. Parlant d'opportunité d'affaires, je pense que ça correspond bien à une question que je m'étais notée. On s'était rencontrés en fait avant une rencontre d'entrepreneuriat Laval, toi et moi, puis avec Philippe aussi. En passant, je tutoie, on s'était mis tout d'accord au début du podcast. Vous allez entendre des voix à travers. Certainement. Je vais faire de mon mieux. Yes. Puis moi, je parlais avec André un moment donné, puis il m'avait dit, quand vous avez rencontré un des autres panélistes, la première chose que tu avais demandé, c'était quel est ton modèle d'affaires? Ouais. Puis lui, ça l'avait marqué, André, parce qu'on n'est pas habitué à ce monde-là. Puis le segment que j'aimerais m'en aller, c'est quoi un modèle d'affaires? Puis je pense que vous parlez de la problématique, on est pas mal dans ces mêmes eaux-là. Puis en quoi c'est si important? Dans des termes peut-être pour des gens en ingénierie, justement, de mieux comprendre ce concept-là, puis en quoi vous l'interprétez? Oui. Un modèle d'affaires à la base, c'est comment tu fais de l'argent. On rêve tous à faire une business pour changer le monde, accomplir des rêves. Mais si tu veux une business, il faut qu'elle fasse de l'argent. Ça ne fait pas d'argent, là, tu as un organisme à but non lucratif. Ouais, c'est... Fait que le modèle d'affaires, c'est comment tu fais de l'argent, parce que souvent, ça dicte beaucoup qu'est-ce que tu es en train de faire. Comme moi, le but, c'est d'accélérer l'adoption des véhicules électriques puis d'offrir la meilleure expérience de recharge. Fait
on est obligé de faire des bornes, on est obligé de faire du logiciel, on est obligé d'avoir des gens qui opèrent un réseau à la grandeur de l'Amérique du Nord puis qui offrent un service. OK? Comment tu payes tous ces gens-là? Il faut que quelqu'un te donne de l'argent. Il faut que tu utilises cet argent-là pour dépenser les salaires de tes employés. Puis après ça, il faut qu'il t'en reste un peu pour pouvoir le réinvestir, pour être mieux l'année d'après, si tu veux que les gens continuent à acheter de toi et que tu ne te fasses pas dépasser par un autre compétiteur. Fait que le modèle d'affaires, souvent quand quelqu'un me parle, pas que ce soit un restaurant où on parlait de notre ami de Saint-Féréol qui fait des skis, c'est quoi ton modèle d'affaires? Tu peux faire des skis ou tu peux louer des skis. Tu peux développer des technologies qui vont être utilisées dans les matériaux qui font des skis. Fait que quand tu poses la question puis quelqu'un te répond ça clairement, ben là, tu comprends beaucoup plus la business de quelqu'un. Flow, notre modèle d'affaires, on est un network operator. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un large réseau que les gens utilisent, puis l'utilisation fait en sorte qu'on génère de l'argent pour pouvoir développer des bornes, du logiciel, et qu'on puisse payer toutes nos dépenses. La réalité, c'est que ça ne veut pas dire que parce que tu démarres une entreprise, que tu vas être profitable dès le début. Nous, ça fait 15 ans qu'on existe, fait qu'on n'était pas profitable au début. Fait que tu as besoin d'actionnaires, tu as besoin de lever de l'équité, tu as besoin de dire, ben mon entreprise, elle vaut ça, et tu prends en acheter un certain nombre d'actions. Fait que là, ils donnent de l'argent, ils deviennent actionnaires de l'entreprise, mais là, tu as de l'argent pour pouvoir développer en attendant de faire des profits puis de générer de l'argent. Puis typiquement, est-ce que ça se résume en une seule phrase? C'est une page, c'est une image, puis même, je dirais, est-ce qu'il peut changer en fonction du public auquel vous vous adressez? Est-ce que, mettons, en fonction de vos investisseurs, vous allez dire un tel genre de pitch, on va dire, ou un modèle d'affaires, puis en fonction de, je sais pas, l'équipe R&D, ben, vous allez le présenter d'une autre manière. Je sais pas si vous me suivez à ce niveau-là un peu. Oui, ben, je dirais qu'il peut évoluer. Puis je peux donner Flo en exemple, mais oui, il peut certainement évoluer. Mais à la base, quand tu démarres une entreprise, il faut vraiment que tu aies en tête où est-ce que ça va s'en aller. Je donnerai un exemple, Netflix, ils ont commencé en faisant quoi? En louant par la malle des DVD. Même, je pense qu'ils faisaient des cassettes avant. Mais leur objectif, éventuellement, c'était quoi? C'était d'être capable d'offrir aux gens une expérience cinématographique. Puis là, avant même qu'on ait Internet aujourd'hui avec la bande passante qu'on a, mais ils le voyaient. Mais ça a été les premiers aussi à comprendre au niveau de la donnée, avec tout ce qu'ils utilisaient, puis ils ont complètement disrupté Blockbuster, qui, eux, avaient des centres de location. À la fin de la journée, les deux offraient la même chose, du divertissement. Mais il n'y avait pas le même modèle d'affaires. Netflix, aujourd'hui, il a évolué dans son modèle d'affaires. Il fait même son contenu, mais il a toujours eu le goût de dominer cet espace-là puis d'utiliser la donnée pour offrir une meilleure expérience, pour amener du contenu à Jérémy, à Philippe, en fonction de ce que vous aimez, parce que si vous aimez ce que vous consommez, vous allez consommer plus, vous allez rester chez nous, vous allez payer plus. Fait qu'il y en a un qui avait une vision plus long terme, maintenant, il y a tellement eu d'étapes avant qu'il se rende là, puis des fois, avec des choix, des risques que tu prends, puis un peu à la même chose chez Flow, notre modèle d'affaires a évolué beaucoup, puis il va continuer d'évoluer, mais on a un objectif à la fin d'une façon qu'on va générer des revenus avec une proposition de valeur qui est d'offrir une expérience de recharge qui est unique. Je pense que, tu sais, là, vous parlez de Netflix, puis je trouve que c'est une super bonne analogie parce que maintenant, Netflix fait face à ces nouveaux problèmes. Tu sais, ils ont des nouveaux compétiteurs. Ouais. Puis je me rappelle parce qu'une des questions que j'ai toujours, moi, pour tous les entrepreneurs, puis je vous l'avais posée quand on s'était rencontrés, c'était est-ce qu'un jour, quand on a une entreprise, on devient bien établi, on a notre clientèle, on sait vers où est-ce qu'on s'en va, est-ce que le risque devient diminué? Ou est-ce qu'il faut toujours négocier avec le risque qui va être plus contrôlé? Il prend-tu de l'ampleur justement en grossissant? Je dirais, c'est quoi votre relation avec le risque à travers les années chez Flow? Oui, c'est une très bonne question, puis je t'avais répondu que ça ne change pas. Oui, c'est ça m'avait vraiment marqué. Surtout pas dans l'ère d'aujourd'hui. En fait, je vous interromps rapidement, vous m'aviez même dit « Je suis all-in à chaque année ». Je suis all-in à chaque année. Ouais. Tu prends du risque à chaque année, puis c'est vrai, puis je pense que ça n'a pas toujours été vrai. Si on remonte à une couple de centaines d'années, tu étais agriculteur, tu étais forgeron, ton père était forgeron probablement ou agriculteur, tu faisais la même chose, puis ça ne changeait pas beaucoup. Aujourd'hui, ça avance tellement vite. Les technologies, je l'ai mentionné, Netflix, ça avait l'air d'un innovateur. Aujourd'hui, Disney est là, Prime est là, puis là, tout le monde, puis à un moment donné, tu ne sais plus quelle plateforme utiliser. Mais oui, ça change. Le monde va trop vite. Fait
aujourd'hui, tu peux être vu comme l'innovateur, le game changer, puis demain, ben, tu peux te faire rattraper. Tu peux te faire rattraper sur ta business au complet, sur un des segments de marché, qui est une portion de ta business, une des lignes d'affaires. Fait qu'il faut toujours que tu sois, je pense, aujourd'hui, en constante évolution, te réinventer, puis de voir des opportunités aussi. Des opportunités, je pense que nous, on a des compétiteurs qui commencent à toutes les semaines aujourd'hui. La recharge, c'est très hot, le marché des véhicules électriques. Puis ils vont aller super vite, ils vont aller plus vite que nous autres parce que souvent, ils vont focuser sur une petite portion. Ils vont être ils vont faire 5, 10, 15, 20, peut-être 50 millions, mais à un moment donné, là, pour grossir, pour continuer à grossir, là, ça coûte de l'argent. Puis là, là, il faut que tu te remettes all-in. Ouais. Ou tu te fais acheter. Tu te fais acheter par des gens comme nous qui sont un peu plus long terme, des entreprises qui veulent continuer la direction puis consolider. Si tu fais pas ça, si tu fais juste dire « je suis bien, on est excellent, on a déjà été excellent juste au Québec, après ça excellent juste au Canada, puis là aujourd'hui on commence à être excellent pas mal en Amérique du Nord », mais si tu continues pas à croître, le danger va venir de l'extérieur. Les gens, aujourd'hui on est dans un marché ultra capitaliste, tu vas te faire disrupter. Ça fait que soit tu sors du marché, tu vends ton entreprise au bon moment à quelqu'un qui peut-être n'était pas, mettons, au Canada comme nous dans le temps, il dit « je veux une position canadienne », puis tu fais de l'argent, puis après ça, tu peux redémarrer une entreprise. Ou tu continues, mais là, c'est toi le prédateur et non la proie, puis tu continues à croître. Nous c'est ça notre objectif présentement. Là. C'est une drôle de façon de présenter la business, mais... C'est quand même ça au final, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui est là pour se faire des amis, tu sais, Ben oui, c'est avec tout, quand je fais ça, avec un pas de recul, là, mais dans le sens que s'il y a quelqu'un qui a l'opportunité de faire 50 millions en jouant du coude, j'ai l'impression que la plupart du temps, le monde vont le faire. Oui, puis il y a moyen de collaborer avec ses compétiteurs. Puis quand je parlais des petits joueurs tantôt, des plus petits joueurs, puis des fois, nous, on est un plus petit joueur par rapport à d'autres, on peut collaborer, on peut faire beaucoup de business ensemble. Puis à un moment donné, c'est les intérêts. Il y en a qui sont là pour plus le court terme ou faire de l'argent en ce moment ou qui sont tannés, qui sont plus là dans leur vie. Là, c'est là que tu peux faire une super belle transaction puis continuer. Mais comme, pour revenir à ta question, comme business, comme entrepreneur, tu peux pas arrêter où est-ce que tu regardes pas ce qui se passe dans le marché, tu regardes pas où est-ce que tu réinvestis, où est-ce que tu investis plus parce que tu es très bon, ou c'est quoi le next big thing parce qu'il y a un segment qui ralentit pour te maintenir à flot puis continuer. Ça peut pas exister dans le monde d'aujourd'hui. Là. Moi, si je veux rester dans la même bulle de flow, là, quand tu parles de véhicules, est-ce qu'on parle vraiment d'automobile ou on peut aussi penser à recharger un bateau, un autobus? Je ne parlerai pas des compagnies au Québec qui ont eu des investissements, mais il y a beaucoup d'électrification des transports au Québec. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans. Est-ce que la borne est est-ce qu'il va y avoir des bornes pour ces types de véhicules-là ou la borne peut s'adapter à recharger ces... En fait, je dirais, nous, on est beaucoup dans le véhicule automobile. Il y a plusieurs segments, là, mais nous, on est vraiment dans le véhicule personnel. Okay. On a 250 millions et plus de véhicules en Amérique du Nord qui sont du petit véhicule à la berline, le pick-up, si on veut. C'est vraiment le segment qu'on est. La cible. Mais tu as des véhicules... ça, c'est le LDV, le Light Duty Vehicle. Tu as le MDV, le Medium Duty Vehicle. Tu as le HDV, le Heavy Duty Vehicle, qui est plus les gros transporteurs. Hein? Non, les gros transporteurs, les classes 8, puis les semis. Où est-ce que ça commence à être d'autres infrastructures, mais tout ce qui est LDV, Light Duty, le véhicule que monsieur et madame tout le monde prennent à tous les jours, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on focus. C'est le plus gros marché, puis c'est très standardisé. Là, que ce soit les connecteurs, que ce soit les protocoles de communication, que ce soit au niveau d'un réseau de recharge ou comment un réseau communique avec un autre réseau, comment ils font le paiement. Il y a bien des standards. Mais si vous avez une motomarine ou un autobus, en général, ces gens-là vont avoir les mêmes connecteurs de recharge standardisés, puis ils peuvent se recharger. Okay. Là, comment de motomarine se recharge notre réseau? Pas beaucoup. C'est beaucoup des véhicules personnels qui se rechargent à grandeur de l'Amérique du Nord. Dans une entrevue au journal Le Soleil, parce que c'est une bonne transition vers prendre des risques, tout, ça prend du monde pour s'entourer. Puis dans une entrevue que vous avez mentionnée justement, vous avez dit, et là je vous cite, « Mon mentor personnel, c'est notre président du conseil d'administration, Tom Werner. » C'est Werner? Tom Werner. Tom Werner.
Il a donné la vraie vie à SunPower, une compagnie qui avait plus de 12 000 employés, des milliards de dollars en capitalisation boursière. Et aujourd'hui, il nous accompagne. Il n'a pas besoin de faire une scène de plus dans la vie, mais il est très impliqué et très généreux de ses conseils d'affaires. Fin de la citation. Seriez-vous capable de mettre des mots exacts sur ce que Tom vous a apporté dans votre parcours? Puis je surenchérirais avec qu'est-ce que vous recherchez dans les personnes qui vous entourent en général dans votre entreprise? Ben, je dirais que quelque chose que je fais bien, je suis un gars assez humble, mais si j'ai une fierté, c'est que je m'entoure très bien. Que ce soit des gens que j'embauche dans mon équipe, ou des gens que je vais chercher comme un Tom Werner, ou des gens initialement dans un conseil consultatif, conseil d'administration. Je les appelais les têtes grises dans le temps. J'en suis devenu une avec les années. Mais du monde qui te donne des conseils, je pense que c'est super important. Quand on commence, on ne connaît pas grand-chose. Je dirais en affaires, quand tu sors d'un bac d'ingénierie, il t'en manque un petit peu. Ça fait que si tu peux aller chercher des contacts, des gens qui t'aident, c'est super important. Puis moi, j'aime toujours dire des gens qui l'ont vécu, des gens qui ont fait bien des erreurs, pour peut-être éviter d'en faire aussi. Parce qu'autant que je veux aller vite, j'aimerais ça pas faire trop d'erreurs. Puis pour revenir à Tom, je me cherchais un président de conseil d'administration, un chairman, qui avait été CEO, qui avait été PDG, mais qui ne l'était plus, parce que de un, ça prend du temps. Puis de deux, quand tu es CEO, des fois, tu es habitué de prendre des décisions. Ça fait que je voulais quelqu'un qui était un petit peu déconnecté, mais pas trop. Puis je voulais quelqu'un qui était prêt à être président de conseil d'administration. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Tom. Puis ça a vraiment été un bon contact parce qu'il était dans une année de transition. Il quittait SunPower. Fait que ça me donnait la chance d'accéder à, si le fit était là, à quelqu'un qui avait été CEO. Puis aujourd'hui, qui était dans un mode, ben tu sais, je veux plus redonner. Il n'y a pas besoin de faire d'argent pour vivre, Tom. Mais il veut redonner, puis il veut aider des jeunes, dans mon cas. Tom, pas loin de 65 ans, mais aujourd'hui. Fait que je veux... aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'il est retourné chez SunPower parce que ça va pas super bien. Il n'y a pas besoin de faire d'argent, mais vu que c'est sa société, vu qu'il croit beaucoup, il est retourné pour aider, pour donner un coup de main. Puis on se parle encore à toutes les 2 semaines, puis c'est le fun parce qu'on opère chacun notre business, puis on a beaucoup de l'empathie un envers l'autre. Puis que ce soit 12 milliards de chiffre d'affaires ou quelques centaines de millions, c'est les mêmes choses, les mêmes problèmes à d'autres scales. Mais ça revient souvent au même problème. Ça fait qu'on est capable de voir la réalité, puis tu sais, Tom, il l'a vécu plusieurs fois, puis des fois, d'entendre quelqu'un te dire, écoute, c'est normal que tu aies ça. Hein? C'est normal que tu aies telle problématique. Maintenant, comment tu vas la régler? Ou ce que Tom me dit souvent, c'est, Louis, moi j'ai 1 million d'idées. Ta job, c'est pas de prendre mes 1 million d'idées, c'est de prendre la bonne. Fait que lui, il n'est pas là pour me dire quoi faire. Puis il le comprend bien, puis c'est ce que j'apprécie le plus des gens d'affaires qui m'entourent, c'est de me poser des bonnes questions des fois, de pas de me donner la réponse, ou de me donner plein d'idées, pas s'attendre vraiment que je vais dire c'est une bonne idée, mais à un moment donné, à force de mon background, moi qui passe tellement d'heures dans ma business avec mon équipe, à force d'écouter des propositions comme ça, ou des bonnes questions, ben ça l'aide aussi ma façon d'avoir de la perspective sur mon entreprise. Fait que c'est vraiment, de ce que je comprends, aller chercher de la perspective, justement. Fait que j'imagine que des fois, à force de travailler, tu te dis hey, c'est ça me semble la bonne direction, tout le monde te pousse vers là, puis là tu vas le voir lui, puis il va dire je suis déjà passé par là, c'est pas la bonne décision, puis là tu vas faire comme oh ok, ça c'est, il y a un petit drapeau rouge qui vient de se lever. C'est un peu des deux, je te dirais, c'est pas de dire tant c'est la mauvaise décision, mais tu sais, j'ai déjà eu le même problème que toi, j'y ai répondu des fois de plusieurs façons. Des fois, il y a un avenue qui a marché, des fois, il y a une autre avenue. Mais juste de dire, il a déjà vécu la problématique. D'un, c'est très complexe. Il peut me donner une coupe de solutions ou lui, qu'est-ce qu'il a fait. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que des fois, il n'y a pas juste une solution. Mais dans les parcours, les solutions qu'il a utilisées, dans le contexte qu'il a utilisé, moi, juste de l'écouter, je peux dire, ça s'applique-tu à ma situation, avec ce que je comprends. Il ne sera jamais aussi connaissant que ma business. Il passe peut-être, je sais pas, moi, entre 50 et 100 heures, peut-être 120 heures par année. 120 heures, après 2 semaines, j'ai pas mal passé ça dans ma business, puis encore là. Fait qu'il fait confiance en ma connaissance, ma capacité d'opérer, mais il m'expose des fois des questions, puis tu sais, il y en a vu un puis un autre, un conseil d'administration, un business model, des crises, puis ça aide à avoir de la perspective sans « tu devrais faire ça, Louis, tu devrais faire ça ». Parce qu'il sait très bien que il comprend pas le contexte, puis s'il me dit devrait faire ça, puis que je le fais,
puis qu'il y a une erreur, à la fin de la journée, c'est son corps à lui, c'est pas son corps, le corps à moi. Et qui comprend bien la business parce qu'il a été un opérateur. Il a opéré une business pendant très longtemps. C'est un peu pour ça que tu t'impliques dans l'entrepreneuriat Laval, là, comme les conférences, justement redonner un peu, tu t'en fais donner par des comme mentors plus vieux, puis d'en redonner aux jeunes. Parce que là, on voit que comme une tendance que le monde a beaucoup d'idées dans notre génération à partir en entrepreneuriat, que vous avez comme débroussaillé le chemin, là, votre génération. Là. Je suis content de voir ici à Québec qu'il y a de plus en plus de belles entreprises, honnêtement. Moi, quand j'ai commencé l'université, il y avait beaucoup de gouvernements au Québec, là, mais il n'y avait pas des Edify, là, des NDT. On entendait parler d'Olympus, là, qui était avant RDTech, des Expo avec des Germain Lamonde, des Terraction, de Lino ici, qui a eu une coupe de Ledartech et autres. Mais j'aimerais bien ça que le Québec rayonne. Puis je trouve qu'on est bon des fois, mais on est trop humble. Des fois on a peur. On n'ose pas. C'est le but du podcast. On veut mettre ça sur la map. C'est pas une joke. C'est vraiment, ça fait partie de ça dans nos missions. Là. C'est comme, pourquoi que tout ça, la plupart du monde qui vit dans des banlieues ne savent même pas que ça existe. C'est incroyable qu'on ait créé ça. Je veux dire, je suis d'accord. D'être affiché partout. Là. D'être fier que ça vient d'ici aussi. Oui, puis on a vraiment des bonnes têtes. Puis de plus en plus, on est capable d'avoir quand même du support aussi d'investisseurs. Fait que oui, à ta question, j'aime beaucoup redonner. J'aimerais redonner plus. Je me suis impliqué plus à certains moments dans ma carrière, mais je focus aussi sur Flow. Je veux que Flow réalise. Mais j'aimerais beaucoup, comme Tom le fait, d'être capable un jour de m'impliquer un petit peu plus dans des entreprises. Éventuellement même de pouvoir investir sur la prochaine génération, j'adorerais. Mais en ce moment, mon struggle, mon défi interne, c'est toujours de trouver une balance. Parce que je veux pas. Je veux faire d'autres choses aussi que travailler, là, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur beaucoup. Je choisis mes batailles, I pick my battle, sur qu'est-ce que je veux investir, là, mais j'aime beaucoup rencontrer des jeunes. Mais tu peux passer tes semaines là. Mais je trouvais que vous étiez facile d'approche là, au panel, que moi et Jérôme on a participé. Là, vous avez un bon moyen de communiquer, je pense, avec notre génération, les jeunes. Vous avez conseillé beaucoup de livres aussi. C'est une question que... Moi, j'allais dans cette direction-là. C'est ce que j'avais en tête parce qu'on a parlé de mentors. Puis, tu sais, on parlait de conseils. Puis, personnellement, pour être dans le bac maintenant, surtout avec ChatGPT, là, quand on a une question, c'est assez technique, c'est assez formel. Tu écris ça dans Google, tu as une réponse. Tu sais, il y a tout le temps moyen de se rediriger pour un problème. Mais quand tu as une entreprise, tu peux pas dire... Pourquoi est-ce que mon cash flow ne va pas bien en ce moment à cause de ça? Puis là, tu regardes sur un forum, tu te dis « Ah, c'est à cause de ça. » Tu sais, il n'y a pas ça. Mais il existe des livres. Puis là, peut-être qu'on peut apprendre sur d'autres personnes. Puis je sais que vous êtes un grand lecteur, vous avez mentionné beaucoup, beaucoup de fois. Puis vous avez peut-être déjà entendu ça, parce que vous êtes déjà un fan d'Elon Musk, mais j'avais déjà entendu dire que Elon Musk, son livre préféré, un de ses livres préférés, en tout cas, c'était Lord of the Rings, parce que c'était à propos d'une mission qui semblait impossible a priori. Puis justement, je me demandais si vous aviez un genre de livre comme ça qui sort un petit peu de ce qu'on aurait pensé. On s'attendrait à un livre de Bill Gates, je sais pas trop, mais Lord of the Rings, comme... il me semble que ça n'a pas rapport, mais tu dis au final, non, ça a rapport. En avez-vous des livres comme ça? Parce qu'un livre que vous avez proposé, c'était Act of the Start ou quelque chose de même. The Art of the Start, l'art du début de Guy Kawasaki. Moi, que j'avais lu très tôt dans mon parcours, puis je le trouvais... je trouvais qu'il était bien fait parce qu'il n'était pas trop profond, mais en même temps, il touchait à plusieurs sujets d'un start-up, là, une des lignes que je vais toujours me rappeler puis que j'ai appliqué, regretter, appliquer, aimer. Mais il disait, tu sais, quand c'est le temps de shipper ton produit, là, surtout au Québec, surtout l'ingénieur québécois ou l'ingénieur à la base, il faut toujours qu'il soit parfait. Il faut toujours qu'il soit parfait. Moi, il y a une phrase, il disait « ship, and ship, then fix, and ship, then fix again ». Dans le sens que un produit, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est sûr qu'aujourd'hui, Flow, on est en train de lancer 2 produits. Il y a beaucoup de monde qui s'attendent à bien des choses. Fait qu'on lance plus nos produits comme on les lançait en 2012 quand j'ai commencé. Mais au début, quand tu innoves dans un nouveau marché, quand c'est pas une industrie un peu plus mature comme on connaît de Flow, il faut faire attention de la perfection. Puis des fois, c'est bien d'avoir un premier produit dans le software, on dit un MVP, là, un premier minimum viable product.
Puis de le mettre dans les mains de ton client, des fois, il va l'aimer des fois pour des raisons que tu ne prospectais pas. Puis ce que tu pensais qu'elle allait acheter, il n'y en a rien à cirer. Puis là, tu peux améliorer. Puis nous, on a toujours eu le défi de faire du hardware puis du software. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Puis mes équipes pourraient le dire aujourd'hui, je les pousse souvent. Comme par exemple, nous, on a un produit résidentiel en ce moment. Ben, au lieu de le shipper à les clients comme on faisait dans le temps, ça a bien été quand même. Mais on l'a envoyé à des bêta-testeurs, dont j'en suis un. Après ça, on a une deuxième vague, troisième vague de bêta. Toujours, là, hein? Non. Il y a quand même un minimum, mais de l'envoyer à des employés, on a au-dessus de 500 employés. Oui. C'est ceux-là qui ont un véhicule électrique, puis là, ils vont l'unboxer, ils vont le déboxer, ils vont regarder, ils vont le commissionner, ils vont tout voir, puis là, il y a plein de bugs. Parce qu'il y a toutes sortes de choses que tu n'avais pas anticipées. Puis là, encore une fois, là, ship, fixe. Là, tu fixes. Là, tu commences. OK, on va envoyer ça à certains clients d'une communauté plus proche, puis plus à Québec, en Californie. On va s'assurer que ça fonctionne aussi, puis après ça, on va pouvoir shipper à tout le monde. Il y a toujours un moyen d'appliquer ça, puis moi, je dis souvent de jeter l'ingénieur en bas de la falaise ou de jeter en bas de la... Il faut vraiment donner la chance d'essayer les choses. Puis surtout aujourd'hui avec le software qu'on a, de récupérer du data puis d'améliorer les produits rapidement, au-delà d'essayer tout le temps de faire le produit parfait que finalement personne ne veut. Sinon, dans les autres livres, justement, avez-vous des suggestions? Un livre, c'est la question du livre. J'essaie de chercher. Aujourd'hui, je lis beaucoup plus des livres d'affaires, la biographie de Elon, je l'ai lu l'automne passé. Non, mais justement, des livres de tous les genres. Tu sais, oubliez non. Dans la direction mais dans tous les genres que vous avez trouvés, qui vous ont marqué ou qui vous ont aidé. Tu sais, justement, il y avait des Active Start que vous venez de mentionner. Y en a-tu d'autres? Des fois, on lire trop. Moi, j'aime bien, j'avais mentionné dans le temps, Patrick Lencioni. Il y a beaucoup, lui, c'est beaucoup comment tu gères une équipe, comment tu es vulnérable avec une équipe, puis comment tu t'assures qu'une équipe soit engagée. Puis il y a une espèce de pyramide qui dit qu'au début, il faut que tu établisses la confiance parce qu'il n'y a rien sans confiance. Après ça, si tu as la confiance, tu peux avoir des débats candides. Puis après ça, si tu as des débats, ben là, à un moment donné, tu vas te rallier. Puis si tu te rallies, ben là, tu vas être capable de t'engager. Puis si tu t'engages, ben là, tu vas atteindre tes résultats. Puis il y a plusieurs livres. Patrick Lencioni, là, le meilleur que je recommanderais, c'est The Advantage, qui résume un peu bien ses livres. Mais c'est vraiment de comment tu travailles en équipe. Tu sais, moi, j'aime ça aller vite. Puis plus tu as de monde, plus tu vas lentement. Mais si tu deviens une bonne équipe, une grosse équipe, il faut que tout le monde soit aligné et travaille dans la même direction. Ça fait que tu peux avoir des bons débats, on peut élever la voix et se challenger, mais une fois qu'on s'est challengé, surtout si tu veux aller vite, tu n'as pas toutes les données. Tu n'as pas toutes les données. C'est pas noir ou blanc, c'est gris. Il y a une année, quand tu as écouté tout le monde, puis des fois... Est-ce que tu gris pâle ou gris foncé? Hein? Des fois, c'est 50 d'un bord, 50 ou 60-40, puis tu es obligé de trancher. Puis une fois que tu as tranché, là, 100% du monde autour de la table, faut qu'il soit aligné. Parce qu'après ça, c'est pas le temps de dire un mois après, ben moi, j'y croyais pas vraiment à la décision. Fait que je continue. Fait que des livres de management comme ça, dont Patrick Lencioni, j'ai aimé beaucoup. Je pense souvent au dernier. Des livres, je lisais beaucoup plus de romans puis de Lord of the Rings, justement, de Foundation, quand j'étais plus jeune. Fondation. Ouais, beaucoup de profs qui l'ont lu quand on est passé du monde en entrepreneuriat. C'est les premières histoires un peu sur le futur, les explorations de planètes et tout. Là. Ouais, les Star Wars, tout ça. Mais c'est pas des choses qui m'ont... que ce soit ça ou les films, tu sais, tout ce qui était aventure, bien sûr, m'inspirait. Là. Mais je pourrais pas vous dire un livre que j'ai lu spécial comme ça. Faudrait que j'y pense. Mais tu continues à lire souvent. Oui. Je trouve tout le temps pour ça. J'ai terminé ce matin là, chez mon Kiro avec mes 2 heures. The Psychology of Money. Comment les gens réagissent. Tu sais que c'est drôle à dire, mais on dit l'ingénierie, c'est une science, la physique, c'est une science. La finance, ça n'est pas une. Il y en a qui ont eu beaucoup de luck, beaucoup de chance, puis ils ont fait de l'argent. Il y en a qui ont fait la même chose, puis qui ne l'ont pas eu. Et que ça parle un peu comme à travers les âges, dans les 150 dernières années, comment il y a des théories, il y a des gens qui ont fait énormément d'argent, puis qui l'ont recommandé.
des genres de Warren Buffett, si on veut. Moi, j'allais dire « The more you learn, the more you earn ». Puis... J'allais le citer littéralement. C'est vraiment intéressant, puis ça met en perspective justement comment les gens, des fois, prennent des décisions rationnelles et irrationnelles avec l'argent. Puis c'est un livre, je dirais, un petit peu plus, moins loin des affaires que j'ai lu, que j'ai trouvé super intéressant, honnêtement. Puis, une autre question qu'on avait parmi notre liste que je voulais vraiment, vraiment poser, là, c'est on vous demande souvent les mêmes questions dans les entrevues. On ne se mentira pas. Là, la plupart des choses que j'ai regardées, on vous demande c'est quoi Flow, en quoi vous différenciez, dans 10 ans on se trouve où, c'est quoi la meilleure auto électrique. Puis, c'est toutes des questions qui sont super intéressantes, mais au final, y en a-tu une, des fois, vous, que vous dites j'aurais tellement aimé ça, me faire demander ça. Ça peut être autant niaiseux que commencer à dire comment allez-vous, Louis, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Peut-être qu'il n'y en a pas, puis c'est pas grave. Là, Ou un sujet comme tu parlais de l'environnement, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais plus apporter dans les discussions où il y a comme tu dis, il y a un problème quand on démarre l'entreprise, on veut régler un problème, on tourne autour de ça, on fait des méthodes pour arriver à la résolution du problème, mais il y a aussi, est-ce qu'on devrait viser comme... Je sais pas, j'essaie de me mettre à ta place puis pour une question aussi, mais j'allais me diriger du côté. C'est quelque chose que je parle à l'occasion, mais tu sais, ma mission, notre mission de l'entreprise, c'est très important, c'est le why. Et le why est super important. Simon Sinek, je sais pas comment quand on parle à propos de ça. Moi, quelque chose qui est important, puis j'en parlais un petit peu d'entrée de jeu, là, des différences peut-être entre ma façon de gérer ma business versus d'autres leaders qu'on parlait. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au « how ». Puis le « how », c'est pas qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, là, comment tu vises ta vis. Le « how », pour moi, c'est quoi ta culture, c'est quoi tes valeurs. Tu sais, j'en parlais un petit peu tantôt. On a passé les 100 dernières, c'est pas les derniers milliers d'années, à développer des entreprises sans mesurer l'impact qu'on avait sur la planète. Puis aujourd'hui, on est obligé de pallier pour les générations passées. Moi, je suis convaincu, puis si tu regardes les 100 dernières générations, comment on a développé les entreprises, mais en termes de culture, comment les employeurs ont traité les employés, très tyrannique, très tu vas faire ça, puis aujourd'hui, on voit d'un que ça ne marche pas dans la culture. Mais moi, je crois fondamentalement qu'il y a une façon de gérer une business où est-ce que ça peut être super le fun de travailler, où est-ce que tu peux réaliser beaucoup de choses en travaillant en équipe, mais où est-ce que tu peux donner la chance aux gens de vivre d'autres choses en parallèle. J'en parlais de l'importance de la famille et tout ça. Mais moi, c'est ce que j'appelle une culture de performance durable. Moi, c'est impensable, puis je pense pas que ce soit pensable d'être heureux au travail, d'avoir le goût de performer, d'avoir le goût de travailler, tu sais, 50, 60, 70 heures des fois, puis d'être aussi fresh, d'être aussi clairvoyant, puis d'être sympathique à côtoyer, si je fais pas d'autres choses dans la vie. Si j'ai pas du plaisir la fin de semaine, si j'ai pas l'impression d'être un bon mari, un bon père de famille, puis d'avoir on parlait de vacances tantôt, un petit voyage en Toscane de temps en temps, de pouvoir avoir quelque chose qui fait que c'est donc bien plaisant d'être sa planète, tu sais, je caricature. Fait que j'accorde beaucoup d'importance, puis je suis très délibéré dans c'est quoi notre culture, c'est quoi nos valeurs. J'ai mis du monde à pied qui n'était pas capable de le faire. Pas, écoute, du monde performant, mais écoute, à un moment donné, le monde, tu changes la dynamique des meetings. C'est pas le fun. T'es brûlé. Tyrannique, là. Ouais, sans qu'il soit tyran, des fois, c'est Colin, on a l'impression qu'il faut toujours travailler. Puis tu sais, écoute, on a beau y dire, tu as besoin d'un break. Là. Tu vois plus rien, là, tu vois plus clair, puis t'es pas de bonne humeur. Tu veux pas ça comme culture. Moi, écoute, on travaille assez. Puis la réalité, c'est que y a pas beaucoup de. On est moins forgerons. On fait moins de travail manuel. Fait que la plupart d'entre nous, le soir, là, à 4h, 5h, 6h, peu importe l'heure à laquelle on ramène du travail à la maison. On ramène l'anxiété à la maison. Fait que si on est en plus, on n'est pas capable d'avoir une certaine demi-mesure, une façon de voir, de dire que finalement, j'ai passé les 41e d'année à quand même vivre ma vie, quand même avoir un impact sur les gens au travail, sur mes enfants, puis je suis convaincu que mes enfants vont être meilleurs que moi. Ça donne quoi, tout ça? Fait que c'est un capitaliste. Oui, il faut faire de l'argent, mais je pense que tu vas faire bien plus d'argent si tu as des gens qui vont te suivre, puis qui vont te suivre dans la tourmente quand c'est difficile, qui vont donner l'extra stretch parce qu'ils croient en l'entreprise, croient en la mission, croient en l'équipe, qu'avoir du monde que, tu sais, ils donnent 4 ans, 5 ans de leur vie, puis quand ils partent, là, ils veulent juste trouver une job où est-ce que ça va être équilibré, tout ça. Moi, je pense que, puis c'est ce que je veux prouver avec Flo, quand je vais prendre ma retraite en 2050, capable de dire que j'ai participé au changement climatique, a eu un impact significatif, mais que j'ai basé une culture qui va
Je pense vraiment qu'aujourd'hui, je me ferais frapper par l'autobus, ça serait ça pareil, mais une culture qui va me passer, que les gens veulent travailler pour nous, veulent travailler de cette façon-là. Puis j'espère sincèrement qu'il va y avoir d'autres PDG qui vont partir de Flow, qui vont avoir le goût d'avoir le même genre de culture chez eux. Fait que la question vraiment, ce serait, on devrait demander, Louis, es-tu satisfait de l'impact que tu as sur l'environnement autour de toi et es-tu fier du leg que tu donnes en ce moment? Si on te posait ça, mettons, des fois, ça te ferait plaisir de répondre à ça puis de dire, je suis content que tu me le demandes. Oui, je suis fier en ce moment. T'sais, on a nos employés, ils semblent avoir un environnement, un milieu de travail qui est intéressant, hein, ils semblent passionnés, ça semble être plus qu'une job pour eux. C'est vraiment dans cette direction-là, si je comprends. Là. Ouais, ça ressemblerait peut-être ça à la culture, mais la réponse serait non, je suis pas satisfait. J'en veux toujours plus. I'm gonna die trying. Je pense vraiment, autant notre mission que notre how, c'est jamais facile, c'est jamais parfait, mais j'ai l'impression qu'avec les années, c'est de mieux en mieux. Puis c'est un peu plus soft comme question, mais quand on est rentré, on a eu comme un petit tour de bureau à réception, la secrétaire. Catherine. Même ça, c'était pas plus en tout cas, on a fait des petits tours, puis là, on passait justement à cet âge-là quand on est venu ici, puis Jérémy a vu, il pensait que c'était la pinte à bière, là. Ouais, non, il y avait un fût. C'était du kombucha, je pense, en fût. Il y a un kombucha, il y a une bière aussi. Ah, il y a une bière aussi, crème, j'allais dire. Jay, je pense qu'il allait à pied, il allait t'apporter son CV tout de suite quand il a vu la bière. Pas un alcoolique non plus, là. Mais les bureaux sont super beaux, puis honnêtement, je pense que c'est des bureaux comme il n'y a pas de place à signer, le monde, quand ils viennent au bureau, ils ont leur bureau. Puis je pense que c'est une très bonne culture là, de nos jours d'être plus ouvert. Tout le monde a des familles, a besoin de son temps à la maison. Puis les bureaux, tout le monde avait l'air heureux d'être au bureau, puis... C'est un super beau bureau, en tout cas. On parle beaucoup du 4.0 maintenant, l'industrie 4.0 qui fait beaucoup partie de justement l'environnement de travail. L'efficacité, là, pas une heure de transport dans ta journée. Au-delà de l'efficacité, je pense que c'est l'épanouissement. Là, c'est de pas que ça file comme une job. Parce que maintenant, le monde, je pense, avec raison, ils se mettent des standards plus hauts qu'avant. Avant, je veux dire, c'était plus la fin justifie les moyens. J'allais faire mon 9 à 5. Puis la mentalité de peut-être ce qui est nos grands-parents. Là. Mais maintenant, je pense qu'on recherche beaucoup plus d'épanouissement, quitte à avoir un salaire moins grand. Fait que potentiellement que vous avez jonglé avec ça. Ben toi, parce que je suis désolé, énormément avec ça dans les années. Puis ça doit encore évoluer d'une manière qui est quand même assez folle. Là. Je pense que la culture qu'on a aide beaucoup. Puis elle parle beaucoup au monde d'aujourd'hui. Puis je suis pas vieux, je suis pas jeune, j'ai 41 ans. Je pense que ça fait partie aussi de ma génération. Mais tu sais... Aujourd'hui, je caricature, tu pars d'ici, là. Tu pars d'ici comme moi je le fais, là. Ben, tu pars à 2h30, pars à 3h, pars avant le trafic. Tu vas gagner une demi-heure. Ou pars quand tu as juste un appel que tu sais que tu peux prendre. Puis si tu arrives à la maison, ben, puis il te manque de quoi pour l'épicerie, prends-les dons. Puis arrive chez vous, il va peut-être te rester du temps. Moi, je me replogue. Je me replogue jusqu'à 5h30. Après ça, de 5h30 à 7h30, 8h, je suis avec ma famille. Après ça, je me replogue jusqu'à minuit. Mais c'est mon rythme. Puis il y en a qui ont tendance à... Moi, je suis un oiseau de nuit. Il y en a qui c'est des oiseaux du matin. Il y en a qui c'est des oiseaux de l'après-midi. Tu peux t'ajuster aujourd'hui avec les technologies qu'on a. Puis si une couple de semaines que tu nous donnes 60 heures, puis tu es payé à la semaine, tu n'es pas payé plus, ben ça se peut comme année un vendredi, tu aies le goût de décrocher. Nous autres, vendredi après-midi, l'été, là, on offre... si tu travailles des grosses semaines, là, on ne te gère pas à partir de midi, tu peux t'en aller. Tu t'en vas au fût en premier. Puis après, tu peux t'en aller au fût. Oui, mais c'est vrai, là, tu préfères que les gens ici, mettons, le vendredi, puis c'est arrivé, il y en a qui finissent leur journée, mettons, à 1h. Ils ont donné une semaine de fou, puis il y en a là, qui ils brûlent la chandelle par les deux bouts à certaines semaines. Ils te ramassent 3-4, ils prennent une bière, puis là, ils relaxent. L'environnement de travail est plus plaisant. Oui, puis là, c'est le fun, mais tu sais, de quoi tu penses qu'ils parlent? Ils parlent des projets, mais là, dans un environnement pas stressant. Fait que là, ils prennent la perspective. Ils parlent des problèmes qui vont les hanter en fin de semaine, mais là, ils sont en gang, autour d'une bière, pas de stress. Puis il y a des solutions qui viennent. Puis moi, je faisais ça, si bol au bac. On avait juste le goût que la session finisse ou qu'on finisse notre TP ou le c'est un comportement qui est encore présent de nos jours. Oui, faut avoir du plaisir. Mais comme je dis, moi, je suis work hard, play hard. Je suis pas capable de juste avoir du plaisir, juste être en vacances. Après 2-3 semaines, là, souvent, je commence à avoir hâte de revenir. Et même chose au travail, quand c'est toujours go, que ça fait 6 mois que ça lâche pas, c'est pas le fun. Fait que trouver un équilibre dans lequel je pense que bien du monde peuvent être bien, puis chez Flow, c'est une belle place. Puis on parlait tantôt on a mentionné, c'est les voyages, puis tout, mais dans les temps libres, justement, la fin de semaine, ça ressemble à quoi pour toi une fin de semaine? C'est-tu du vélo, je sais pas trop, du sport, n'importe quoi? Le vélo, c'est la semaine, je fais du peloton, du vélo
du spinner en direct, là, avec un gros écran. Puis on a même un groupe chez Flo, là, on est 7-8 à en faire, puis on se plug une fois par mois. C'est vraiment Peloton. Ah ouais, Peloton. Oui, on compétitionne un contre l'autre, là, une compagnie californienne. Mais ce que j'aime faire, j'aime beaucoup cuisiner. Quand je peux avec ma femme, prendre un bon verre de vin. Pour me détendre vraiment, moi, j'aime bien aller à la pêche, à la chasse. Mon premier gars me suit, mon deuxième gars va me suivre à partir de l'automne. Ça, c'est là quand je me gâte, là, quand je veux déconnecter moi-même. C'est une belle excuse. Il n'y avait pas de réseau. Je pouvais Moi, j'adore la nature. J'adore la nature, c'est certain, là, mais être dans le bois, loin, moins de technologie possible, c'est le fun. C'est le fun d'entendre ça, parce que justement, je pense que c'est le côté que des fois, les gens, tu sais, ils oublient, là, tu sais, on pense tout le temps à ça, puis tu sais, t'en as bien parlé tantôt, tu sais, la personne qui devient un peu comme trop siphonnée dans le milieu de travail, puis dans le truc, puis là, c'est comme... Tu sais, je trouve que c'est bon de mettre ça en lumière, justement, puis ça montre que le monde qui réussit, c'est du monde qui a un équilibre dans la vie, puis j'en parle je pense que je dis ça à chaque podcast, mais je trouve que c'est important de réitérer là-dessus. Là. Ouais. C'est tough d'avoir un équilibre qui est pareil sur 12 mois. Il y a des mois où est-ce que c'est tough, puis tu sais, on est con, excusez-moi, comme être humain des fois, là. Les bouts que ça ralentit un peu, là, puis là, tu te sens quasiment mal de pas travailler plus fort, puis next thing you know, tu sais, tu retombes dans le jus, puis là, tu te dis, j'aurais dû profiter du long week-end qu'on a eu, ou j'aurais dû vraiment prendre mon long week-end. Moi, je peux te le dire, avec les années, là, après 15 ans, je le vois très bien. Ça fait qu'aujourd'hui, j'apprends vraiment, j'ai des vacances, c'est l'été, j'ai des vacances à Noël. Les longs week-ends, j'essaie de toutes les prendre, c'est pas toujours possible, mais je le regrette plus, puis ça me fait du bien. Puis les mois où est-ce que c'est le plus dur, c'est là où est-ce que j'ai le moins de perspective des fois. C'est là où est-ce que des fois tu travailles une couple d'heures de plus dans la semaine, puis ça n'a rien donné. Ça, je fais bien attention à ça. Puis, une des questions qu'on n'avait pas eu le temps de poser, ben, qu'on avait comme peut-être un peu chiffré, on n'a pas nécessairement qu'on a un ordre ou quoi que ce soit, là, mais une question que je pense qui est vraiment fondamentale puis importante, c'est est-ce que même encore aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et gestionnaire, votre formation d'ingénieur électrique vous est importante? Oui, mais on est une entreprise très produit, autant ce qui est produit matériel que logiciel. Fait que, à la base, on charge des véhicules. On amène de l'électricité dans les véhicules, puis on le fait en utilisant des produits à base électronique avec du logiciel. Ça fait que, oui, dans tout ce qui est gestion des projets, compréhension de l'amplitude des projets, du scope des projets, des budgets des projets, puis être capable d'avoir une idée, ça fait-tu du sens, ça fait pas du sens? Oui, clairement, moi, ça m'a aidé. Je dirais que c'est pas tout. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai fait un MBA pratique, je vais dire ça comme ça. Ça fait que c'est sûr, des cours d'administration, un MBA, ça peut être utile après une couple d'années de travail. Moi, je valorise beaucoup les gens qui vont faire des choses. J'ai fait des véhicules électriques. Je pense que si tu peux faire des projets, financer ton projet, moi, j'ai appris à financer un projet au début, à promouvoir un projet, à négocier des ententes où est-ce que j'avais pas de l'argent, mais j'avais des composantes électroniques à beaucoup. Fait que ça, je pense que c'est super important, la real-life experience. Mais l'ingénierie, les maths appliquées donnent beaucoup de... Puis tous les cours à projet, les cours de design qu'on a eus, donnent beaucoup de méthodes de travail. Je pense qu'il est important de maîtriser la rédaction de mémoire, donne une méthode de travail, une structure, une rigueur, un raisonnement. Puis ça, je pense que c'est super important. Même si ce ne serait pas de l'électricité ou de l'électronique aujourd'hui, puis du logiciel, je pense que ça donne une super belle corde à nos arcs, même si c'est 4 ans de pur enfer. C'est pour ça qu'il y a une belle dérive à la fin pour célébrer ça à la fin de chaque session. Ouais, il faut en profiter. Puis je pense que, tu sais, on a quand même étiré ça, on a répondu à la plupart des questions qu'on voulait aborder. Celle qu'on garde toujours pour la fin, puis qui nous est la plus importante, puis qu'on chérit quasiment le plus, je dirais, ce serait quel serait votre meilleur conseil pour un étudiant ou un jeune qui veut faire de l'entrepreneuriat, mais ne sait pas par où commencer? Est-ce une bonne idée de faire un diplôme en ingénierie? Puis je pense qu'elle est peut-être moins bien formulée que d'habitude, mais c'est quoi votre meilleur conseil à quelqu'un que vous verriez à l'université qui vous dit « je veux faire de l'entrepreneuriat » ? Ouais. Je dis go, commence. Souvent, les gens n'arrêtent pas de dire quand je vais avoir fini mon bac, quand je vais avoir fini ma maîtrise, quand je vais avoir plus d'argent, quand je vais avoir eu mes enfants. Finalement, la vie passe et tu n'as rien fait. Le pire qui va arriver si tu commences, c'est que tu vas te planter. Je me suis planté à 11 ans. J'ai eu le goût j'ai failli commencer d'autres choses par l'après. Je ne l'ai pas fait pour un concours de circonstances. Je l'ai fait dans le sport. Je l'ai fait dans les projets. À chaque fois que tu fais quelque chose comme ça, là, qui te drive une passion, tu vas apprendre plein de choses.
il me manque ça. Tu vas avoir des problèmes, tu vas apprendre des solutions, puis peut-être qu'il y en a une qui va te tuer. Mais quand tu es jeune, avant que tu aies des enfants, avant que tu sois trop engagé, c'est le temps de faire des erreurs. Puis tu peux faire des erreurs en les calculant, en ayant des bons mentors à cours de toi, en faisant des cours. Tu peux te donner les moyens, tu peux lire des livres, mais c'est jamais une raison de ne pas commencer. Moi, je pense que souvent, on tourne trop autour du pot, puis on n'hésite pas à se lancer. Ship, fix. Exactly. Il y a souvent la fameuse phrase, le monde dit « Ah, j'ai pas l'idée » ou « Je cherche l'idée encore. » Je cherche aussi, mais je cherche vite. Ouais, Moi, tu sais, j'ai voulu mon entreprise avant. Après ça, j'ai voulu que ce soit les changements climatiques. Je voulais que ce soit du côté du véhicule électrique. Après ça, c'était la recharge. Puis là, la recharge, mais comment tu fais de l'argent avec ça? Le réseau de recharge qu'on parlait tout à l'heure, ben, les premières années, on faisait beaucoup plus d'argent en vendant des bornes. Pour les opérer, on se faisait quasiment pas payer. Aujourd'hui, c'est rendu plus de 20% de nos revenus. Puis dans 3 ans, ça va être 40% de nos revenus. Fait que c'est vraiment de voir à quel point tu es prêt à payer le prix pour la vision que tu as. Puis along the way, tu vas trouver des solutions. Mais c'est jamais une raison de ne pas commencer. C'est un excellent conseil. C'est la première fois qu'on l'a, puis je suis très, très, très satisfait de ce conseil-là. Vraiment, là, un excellent conseil. Moi, de mon côté, je pense que, tu sais, vraiment, c'est une entrevue extraordinaire. J'ai adoré chaque seconde qui a passé. Fait que je pense que... Phil, avais-tu d'autres questions? On espère que tu as aimé l'entrevue aussi. Là. C'est le fun de parler. On vous avait eu au panel, ben, juste là, des petites questions plus personnelles, puis apprendre plus sur toi. Puis l'entreprise Flow, qui est une superbe entreprise pour le monde qui gradue d'Université Laval. Je sais pas si vous engagez plus du monde, tu disais logiciel. Logiciel, matériel, marketing, légal, on engage de tous les domaines, mais l'Université Laval est une université avec laquelle on a un bon partenariat, l'Université de Sherbrooke aussi également. Mais oui, c'était une très belle entrevue, ça met de la légèreté dans mes journées. Justement, moi je n'ai peut-être oublié une question, je me rends compte de ça. Une que je voulais vraiment demander, c'était, parce que je demandais justement génie logiciel, nanana, y en a-t-il une formation qui est plus sous-estimée à ton avis, que tu sais vraiment, tu te dis... Pourquoi le monde ne font pas plus de ça? Puis tu sais, admettons, moi, ce que j'ai en tête immédiatement, c'est comme cybersécurité, là, parce que ça en vient vraiment un enjeu, puis il y a comme, on dirait pas personne qui en fait, mais tu sais, c'est vraiment peu... Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'inscrivent là-dedans. Y en a-t-il une, toi, que tu vois, que tu dis ça... ou une demande pour Flow? C'est une bonne question. Moi, je dirais cybersécurité, oui, on en fait. On est sur le bord de notre certification. On a SOC 1, SOC 2 bientôt. Ça rien à... C'est pas relevant, mais on n'a pas le choix. Aucune entreprise aujourd'hui a le choix. Mais moi, ce que j'encourage, c'est beaucoup les cours à projet. Les cours de design, je pense, les cours de design de l'Université Laval, il y en avait 4. Puis nous autres, dans le projet de véhicule électrique que j'avais, ben, c'est ce qu'on donnait à des étudiants pour qu'ils fassent des morceaux, des modules du véhicule électrique. C'est que j'en ai fait beaucoup. J'en ai géré beaucoup. J'en ai financé beaucoup. Fait que ça m'a vraiment donné un peu des projets, une entreprise comme un peu un projet. J'ai trouvé ça vraiment formateur. Puis je dirais que c'est probablement une des choses qu'ils font très bien à Laval. Moi, j'en ferai encore plus. Maintenant, c'est des gros cours. Là. Surtout, plus tu avances, plus c'est des gros cours. Mais je pense que c'est là où est-ce que tu... Oui, tu mets en pratique l'ingénierie, mais là, tu es à gérer un projet avec des gens, financer un projet. Tu as un deadline. Ton produit ne peut pas être parfait. Mais il faut que tu le livres. C'est la vraie vie, ça. Fait que ça, je trouve que c'est les meilleurs cours qu'on a eus. Fait que peu importe ce que tu fais, peu importe dans quoi tu t'inscris, faites quoi que t'aimes, mais fais-le. Tout à fait. Faites quoi, là? Passe de numérique à réel. Oui, all-in. Mets-toi all-in, puis je te garantis, encore une fois, le pire qui va arriver, c'est que tu vas apprendre bien les choses, mais quand je dis ça, je le répète toujours, il y a moyen de s'entourer, il y a moyen de lire, il y a moyen de minimiser les risques au début, mais quand tu es tout seul, puis je sais pas, moi j'ai investi coûte de dizaines de mille au début de l'entreprise. Le pire qui peut arriver, c'est que je perde cet argent-là, mais que j'ai un bagage après qui me permet de me positionner, que ce soit dans une nouvelle entreprise que je crée ou avec un autre entrepreneur, et ajouter de la valeur des erreurs qui m'ont fait apprendre. La vraie ADN d'un entrepreneur, littéralement. Merci énormément d'avoir pris le temps. Honnêtement, ça a été fabuleux. J'ai adoré chaque seconde qui a passé. Puis merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Louis, d'avoir accepté l'entrevue avec nous. Même si c'est une période occupée, finalement. Non, Philippe, Jérémy, merci beaucoup. C'était vraiment très agréable. Je vous encourage à continuer puis je vous souhaite bonne chance dans vos carrières. Merci beaucoup. Salut.